Bienvenue sur Liberty TV pour une nouvelle émission, Les Conseils de Marc. Bonjour Marc. Bonjour Valérie. Alors merci d'être là avec nous. Cette fois-ci encore, une tonne de questions que se posent les voyageurs, les internautes et les téléspectateurs. Deux tonnes. Pardon. Deux tonnes, voilà. Alors la première question, est-ce qu'il est plus avantageux de faire un séjour tout fait, vraiment le pack complet, ou est-ce qu'il est plus avantageux de réserver d'abord un vol et puis un hôtel, etc. Réponse de Normand. La tendance est plus à se débrouiller tout seul. Donc c'est-à-dire aujourd'hui les moyens techniques en ligne permettent de réserver un hôtel et un vol tout seul comme un grand. Bon. Et puis la méthode un peu plus classique, c'est que vous réservez auprès d'une agence de voyage en ligne ou d'une agence de voyage classique un séjour tout fait dans lequel il y a l'hôtel, dans lequel il y a le vol, dans lequel il y a le transfert entre l'aéroport et l'hôtel et l'aéroport. Bon. Inconvénient, avantage des deux. Quand vous réservez un séjour tout fait, forcément, il est tout fait. Donc vous n'avez aucun souci et surtout vous avez un responsable, c'est-à-dire vous avez une agence de voyage auprès de qui vous avez acheté et un tour opérateur qui sont situés dans le pays où vous résidez. En cas de problème, il y a des moyens de recours, vous avez des droits de consommateur, donc vous avez un interlocuteur juridique qui existe dans le pays où vous êtes. Ça, c'est l'avantage de ce genre de voyage. Bien sûr, ce travail-là mérite salaire, donc on vous fait payer aussi le fait d'avoir façonné ce voyage, de l'avoir organisé pour vous et de vous décharger de tous les problèmes techniques, pratiques qui peuvent être liés à ce voyage. Autre solution très à la mode aujourd'hui et qui a tendance à monter de plus en plus, les gens se débrouillent par eux-mêmes, trouvent un billet d'avion pas cher, trouvent un hôtel pas cher, assemblent les deux et se débrouillent. Bon. Avantage, généralement, ils peuvent faire de bonnes affaires. Inconvénient, s'il y a un problème, on l'a vu par exemple avec la faillite de la compagnie Sky Europe il y a quelques semaines, quelques mois, eh bien, ils se retrouvent tout seuls. Parce qu'ils ont en face deux personnes, ils ont acheté un billet d'avion à une compagnie qui a fait faillite, ils peuvent toujours poursuivre l'administrateur judiciaire de la compagnie, mais ça n'aboutira jamais puisqu'il n'y a plus personne en face. Et s'ils ont acheté un hôtel, ils se retrouvent avec, s'ils ont un problème avec l'hôtel, ils doivent attaquer l'hôtel qui est situé généralement dans le pays où vous allez. Alors si c'est un hôtel au Sri Lanka, vous pouvez toujours faire une procédure au Sri Lanka. Ça risque de ne jamais aboutir. Ça risque de ne jamais aboutir. Bon. Donc voilà, ça c'est, je dirais, la limite du système. Si vous êtes un peu joueur et que vous vous dites je prends ce risque, quand on est jeune on peut y aller, quand on est peut-être un peu moins jeune et qu'on veut quelque chose d'un peu plus organisé, un peu plus tranquille, il vaut peut-être mieux rester dans le voyage façonné qui existe et qui est organisé tout fait. Alors, il y a une tendance en ce moment, c'est que les personnes ont peur d'utiliser des compagnies aériennes, surtout en dehors de l'Union européenne. Alors, on l'a rappelé, c'est quand même un moyen très sûr, l'avion. Est-ce que vous conseillez d'utiliser plutôt des compagnies aériennes européennes ? Je dirais, il y a des règles internationales d'aviation. Bon. Les compagnies aériennes qui volent dans le monde entier, les compagnies de tous les pays, et qui se posent en Europe, sont soumis à des contrôles, en Europe ou aux États-Unis, sont soumis à des contrôles des aviations civiles des pays européens, de l'aviation civile américaine. Donc ils sont des gens sérieux et qui font des contrôles stricts là-dessus. Bon. Donc je dirais il y a très peu de danger, il y a même quasiment pas de danger à utiliser des avions non européens. Là où il faut faire attention, c'est quand vous êtes sur une ligne intérieure dans un pays lointain. Parce que les lignes intérieures des pays lointains, elles sont soumises aux règles de l'aviation civile uniquement du pays lointain où vous allez. Alors là, il y a à boire et à manger. Bon, en règle générale, tout se passe bien. De temps en temps, ça se passe un peu moins bien. Donc le seul danger, je crois qu'il faut être honnête là-dessus, c'est quand vous allez faire un tronçon de vol interne dans un pays, d'une ville intérieure à une ville intérieure. Pas pour tous les pays, pour certains pays. Alors je ne pourrais pas vous donner une liste parce que je n'ai pas les compétences et personne ne les a, mais c'est là où on a remarqué par statistiques que les problèmes pouvaient se poser. Mais sur les compagnies, les vols internationaux, quel que soit le pays, comme toutes ces compagnies vont et viennent en Europe ou aux États-Unis, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est généralement contrôlé et c'est les maintenances, etc. La qualité des appareils n'est pas du tout à mettre en cause, ni des équipages d'ailleurs, ça se passe bien. On a vu d'ailleurs dans un pays ultra moderne, un équipage oublié de se poser sur l'aéroport, c'était pourtant un des plus grands pays du monde,
il a oublié de se poser, il discutait dans le cockpit. Bon, il n'y avait pas de danger, mais ça ne fait pas très sérieux quand même. Hein. Je crois d'ailleurs que les pilotes ont été mis à pied, il me semble, depuis. Voilà. Bon. Donc voilà. Donc voilà, de toute façon, si vous avez besoin de renseignements, sachez que l'Union européenne a dressé une liste noire. Vous allez le retrouver de toute façon sur leur site internet. Alors on va faire un petit point papier maintenant. Est-ce que le passeport vaut la carte d'identité et vice-versa? Et les enfants ont-ils besoin de voyager avec des papiers supplémentaires? Alors aujourd'hui, la règle, c'est que c'est de plus en plus compliqué de voyager. Il faut de plus en plus des bons papiers. Les bons papiers, c'est le passeport. Dès qu'on veut quitter l'Union européenne, il faut un passeport, un passeport, un passeport. Certains voyages dans des pays hors de l'Union européenne se satisfont de la carte d'identité. Je dirais, comme il y a la crise du tourisme, on a vu des pays comme l'île Maurice qui demandaient un passeport avant, dire aujourd'hui la carte d'identité suffit, parce qu'évidemment c'est un frein aux touristes d'obliger les gens à avoir des passeports, parce qu'il faut faire un passeport, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, etc. L'achat d'impulsion des voyages est un peu freiné par le fait que l'on peut se dire qu'on n'a pas de passeport. Par exemple, vous allez au Maroc, si vous êtes dans le cadre d'un voyage organisé, une carte d'identité suffit, mais si vous êtes par exemple tout seul, que vous allez à Casablanca, il vous faut un passeport. Alors il y a plein de règles comme ça qui dépendent de votre nationalité, de votre statut, de votre lieu de résidence, etc. Donc il vaut mieux toujours consulter le consulat du pays que vous allez visiter et le ministère des Affaires étrangères de votre propre pays pour être sûr des modalités précises concernant les papiers. Sachant que dans le temps, les enfants, en bas âge, on pouvait les mettre sur son propre passeport. Aujourd'hui, avec les passeports électroniques, biométriques, etc., ça devient de plus en plus compliqué et chaque personne, chaque être vivant physique doit avoir son propre passeport ou sa propre pièce d'identité. Ça se généralise partout. Donc, réponse de Normand, généralement à l'intérieur de l'Union européenne, la carte d'identité suffit pour les Européens résidant en Europe. Dès qu'on sort de l'Union européenne, il faut le passeport dans la plupart des cas. Mais toujours se renseigner auprès du consulat du pays de destination et du ministère des Affaires étrangères de son pays d'origine. Alors une tendance qui se dégage très nettement depuis qu'il y a la crise, c'est que maintenant les compagnies aériennes ont tendance à diminuer le nombre de prestations. Et donc les gens sont parfois un petit peu étonnés lorsqu'ils se rendent dans une compagnie qui n'ont pas le siège adapté, qu'il n'y a plus de boissons. Enfin c'est vraiment quelque chose qui marque les gens en ce moment. Alors oui, parce que on tire les prix, on descend les prix, on veut toujours payer moins cher. Donc aujourd'hui, on est confronté à ça. Les compagnies aériennes se disent finalement, notre boulot à nous, c'est quoi? C'est de faire voyager les gens. On les met dans le tube, on décolle, on se pose, et voilà, on a fait notre boulot. Tout le reste, c'est des coûts supplémentaires, c'est du temps. Il faut bien savoir que, par exemple, de charger des plateaux repas à bord, ça prend du temps, donc c'est du temps aux escales. Un avion au sol, c'est ce qui coûte cher, une compagnie. Moins l'avion reste de temps au sol, plus sa rentabilité augmente. Donc, plus vite on fait embarquer les gens, moins on leur donne de journaux, moins on leur donne d'écouteurs, moins on leur donne de couverture, etc. Plus on peut aller vite entre deux rotations d'avions, etc., etc. Donc toutes ces prestations ont tendance à diminuer ou à devenir payantes uniquement pour pouvoir rentabiliser un peu plus l'avion et diminuer encore les prix puisque c'est toujours la course effrénée à ce que ça soit moins cher, moins cher, moins cher, moins cher. On a un peu, je dirais, atteint la limite du système, c'est que malheureusement aujourd'hui les prix heureusement les prix des billets ont beaucoup baissé, mais les prestations, la qualité des prestations aussi. L'essentiel étant qu'on reste, je dirais, transporté avec les moyens les plus modernes et de la façon la plus sécurisée. Finalement, c'est ce qui est le plus important. Est-ce qu'il existe encore une vraie bonne promo, un prix vraiment défiant toute concurrence pour des prestations tout à fait acceptables ? Alors, c'est un peu antinomique, ça, hein. La promo ne va pas de pair avec la prestation qualitative, hein. C'est un peu comme au restaurant. C'est très rare d'avoir un restaurant de grand luxe qui vous fait une promotion. Là, je dirais c'est un peu pareil. Dès que vous voulez de la qualité de service, vous êtes dans des classes tarifaires qui sont soit du business, soit de la première classe. Mais bon, vous voyez bien, dès qu'on descend en gamme dans les prix, on vous rapproche les sièges. Parfois, vous avez les genoux au niveau du menton parce que le siège devant est très près. Le fameux pitch entre les sièges, l'espace entre les sièges. Donc là, si vous voulez, il faut être bien conscient que quand vous achetez un billet
très très bon marché, vous aurez les prestations qui vont avec, c'est-à-dire un strict minimum, l'assurance d'être transporté par contre sans problème à l'autre bout, là où vous voulez vous rendre. Voilà, c'est déjà pas mal. Un tout grand merci Marc pour tous ces conseils judicieux. Avec plaisir, Valérie, plaisir de vous revoir. Eh bien voilà, merci à vous de nous avoir suivis, à très bientôt pour une autre émission, Les Conseils de Marc.